Bonjour à tous et bienvenue à ce 24e et dernier point de presse du ministère des Armées pour l'année 2022. Je vais commencer comme d'habitude par vous présenter les agendas ministériels, celui du ministre des Armées Sébastien Lecornu et ceux des deux secrétaires d'État, Madame Patricia Mirallès, secrétaire d'État chargée de la mémoire et des anciens combattants auprès du ministre des Armées, et Madame Sarah El Haïry, chargée de la jeunesse et du service national universel auprès du ministre de l'Éducation nationale et du ministre des Armées. J'évoquerai ensuite les actualités du ministère, avant de céder la parole à Monsieur le commissaire en chef Alexandre Petitfaux, qui est le chef de l'état-major opérationnel du service du commissariat des armées, ainsi que Monsieur le commissaire général Éric Neumann, qui est lui le directeur du centre interarmé du soutien du commissariat des armées. Ils vous présenteront ce matin, et ce sera l'objet de notre focus thématique, les adaptations du soutien de l'homme apportées par le service du commissariat des armées dans ses différentes dimensions. Enfin, comme toutes les semaines, ou presque, le colonel Godillère vous présentera le point hebdomadaire sur les opérations militaires françaises. Je rappelle que le colonel Godillère est le porte-parole de l'état-major des armées. Je commence par l'agenda du ministre et des secrétaires d'État. Lundi 12 décembre, le ministre a d'abord reçu et rencontré les représentants syndicaux nouvellement élus à l'issue des élections professionnelles qui se sont tenues du 1er au 8 décembre dernier. Pour la première fois, ces élections professionnelles, qui étaient organisées par le secrétariat général pour l'administration, ont été entièrement organisées et conduites par voie électronique. Mercredi, donc hier, M. Lecornu a rencontré M. Ben Wallace, qui est le secrétaire d'État à la Défense du Royaume-Uni, à l'hôtel de Brienne. Ils ont évoqué notre relation bilatérale forte, ils ont parlé de capacitaires, ils ont parlé de notre travail en commun au sein de l'OTAN. Tout ça impulsé évidemment depuis les accords de Lancaster House en 2010 et relancé avec un agenda franco-britannique particulièrement dense depuis l'été dernier. Côté indonésien, 3 semaines après avoir rencontré M. Prabowo Subianto, qui est le ministre de la Défense de la République d'Indonésie, M. Lecornu l'avait rencontré à Jakarta, notre ministre des Armées le reçoit à son tour ce matin à l'hôtel de Brienne, afin de consolider la vision commune entre nos deux pays sur l'Indo-Pacifique, une zone dont nous voulons qu'elle soit sûre, prospère et résiliente. Je passe maintenant aux agendas des deux secrétaires d'État. Ce mardi 13 décembre, Patricia Mirallès, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, a échangé avec les parlementaires au sujet de l'accompagnement des pupilles de la nation et des orphelins de guerre. Hier, 14 décembre, elle a présidé la remise des 2 prix de l'histoire militaire décernés à Ballard. Dans ce concours, le Conseil scientifique de la recherche historique de la défense récompense, comme je l'ai dit la semaine dernière, la recherche universitaire pour 2 catégories d'étudiants, l'une dédiée aux thèses doctorales et l'autre au master en 2e année. Ce matin, la secrétaire d'État a ouvert le séminaire des trinômes académiques. Elle visitera également le Centre national des sports de la défense à Fontainebleau, avant d'inaugurer en fin d'après-midi une classe de défense globale et de sécurité au lycée François Ier à Fontainebleau également. La secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel, Madame Sarah El Haïry, est en ce moment au Maroc, aujourd'hui et demain, où elle représente le ministre des Armées dans le cadre de l'initiative 5+5 Défense. Ce forum de coopération multinationale et multilatérale réunit les 2 rives nord et sud de la Méditerranée occidentale. Il constitue un cadre préférentiel et privilégié qui vise à favoriser la connaissance mutuelle et les échanges sur les enjeux sécuritaires communs de cet espace 5+5, comme les flux migratoires, le trafic de stupéfiants ou encore le terrorisme. Voilà pour les agendas ministériels. Je passe au sujet d'actualité du ministère, en commençant par la remise du prix Erwan Bergaux. Vous le savez, le prix Erwan Bergaux, c'est le prix littéraire de l'armée de terre. La remise du 27e prix s'est tenue aux Invalides ce mardi 13 décembre. Sont candidats à ce prix les auteurs d'ouvrages contemporains de littérature française qui témoignent d'un engagement actif et d'une véritable culture de l'audace au service de la collectivité. Parmi une sélection prestigieuse de 11 ouvrages, c'est finalement Femmes combattantes de Marie-Laure Buisson qui a remporté le prix Erwan Bergaux. Dans ce livre, l'autrice dresse le portrait de 7 femmes héroïques du XXe et du XXIe siècle, rendues invisibles par la grande histoire. Issues de différentes époques, d'origines culturelles et religieuses différentes, l'histoire de ces femmes commence dans la lutte contre le nazisme, en Indochine, en passant par la Syrie ou le Mali, preuve ultime que la guerre a fait émerger de nombreuses héroïnes. À noter qu'une mention spéciale a également été décernée
à l'ouvrage Les écrivains sous les drapeaux. Cet ouvrage est le fruit de 5 jours passés au sein des régiments de troupes de marine. Il a été rédigé par un collectif mené par Jean-René van der Platsen. Jean-René van der Platsen qui lui-même a été lauréat du prix Erwan Bergho il y a quelques années. Cette œuvre rend compte de la rencontre de ses auteurs avec les militaires des troupes de marine dont ils ont partagé le quotidien. Toujours dans le domaine de l'armée de terre ou pour l'armée de terre, la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre fête cette année ses 30 ans. Cette cellule a été créée en 1993 et a été structurée de manière à être en mesure d'accompagner les familles endeuillées et les blessés sur un parcours de réadaptation complet, incluant la réinsertion ou la reconversion. Pour cela, et notamment pour les blessés, notamment les blessés qui ont souffert d'un stress post-traumatique, des stages leur sont proposés, organisés et suivis par la CABAT, afin de leur permettre de redéfinir un projet professionnel, de leur redonner des objectifs, notamment en participant à des activités sportives et militaires. Ainsi, dès le mois de janvier prochain, à nouveau, les activités au profit des blessés de l'armée de terre reprendront via notamment un stage au sein du centre de réentraînement des blessés de l'armée de terre, CREBAT, stage qui se déroulera du 20 au 27 janvier à Breuil, dans les Alpes-Maritimes. L'armée de l'air, elle, de ce côté, l'armée de l'air, et de l'espace, justement dans le domaine spatial, organise un colloque le 9 janvier prochain, colloque qui déclinera ses ambitions dans l'espace aérien supérieur, dit Higher Space, qui se situe entre 20 et 100 km d'altitude. Le thème de ce colloque illustre les nouveaux champs de lutte auxquels nos armées doivent s'adapter, comme l'a évoqué le président de la République le 9 novembre dernier à Toulon, lors de la présentation de la revue nationale stratégique. Ce colloque est intitulé « Du ciel à l'espace, nouveaux enjeux opérationnels à très haute altitude ». Il s'articulera autour de 3 tables rondes dans lesquelles interviendront des experts civils et militaires autour des thèmes « Quelles activités et organisations émergent entre l'espace aérien traditionnel et l'espace lui-même », donc la zone de aerospace entre 20 et 100 km d'altitude. Quelle est la volonté française de réguler l'espace aérien supérieur ou de contribuer à une régulation internationale de l'espace aérien supérieur? Et enfin, quelle stratégie de défense pour la France dans cette tranche d'altitude? Du côté capacitaire, du côté des investissements dans la base industrielle et de technologie de défense, 2 investissements ont récemment été réalisés par le fonds DefInvest. Le fonds DefInvest, vous le savez, mais je le rappelle, c'est un des aboutissements du plan Action PME du ministère des Armées. Il vient de participer au tour de table des investisseurs de la société Kylipes dans le cadre d'un réinvestissement qui a permis de lever 26 millions d'euros. Il s'agit de soutenir l'expansion rapide des activités de communication laser et de stations sol optique de cette société dans le secteur du spatial. En effet, ce secteur vit une véritable révolution et le nombre de satellites en orbite devrait dépasser les 100 000 d'ici à 2030. Les communications laser sont amenées à se développer fortement afin de garantir les liaisons entre la Terre et l'espace en raison de la saturation croissante des fréquences radio. Cette semaine, DefInvest est également entré au capital d'une autre société, Opsam, PME qui est reconnue pour sa capacité à identifier, à anticiper et à réduire les impacts de l'obsolescence des équipements complexes. La veille d'obsolescence permet à la fois d'assurer la pérennité de l'approvisionnement, d'évaluer et d'anticiper sur les risques d'indisponibilité et de préparer la recherche de solutions en cas d'obsolescence prévue, identifiée, anticipée sur les matériels qui sont étudiés. Donc 2 investissements importants pour la préparation de l'avenir conclus par DefInvest ces dernières semaines. Lancé en novembre 2017, donc DefInvest est géré par BPI France en concertation permanente avec la Direction générale de l'armement. Ce fonds d'investissement du ministère des Armées vise, dans le prolongement des dispositifs d'investissement et de soutien aux PME déjà déployés par la DGA, à prendre des participations concertées au capital des PME stratégiques de la base industrielle et technologie de défense, aux côtés d'autres investisseurs financiers et industriels, pour permettre aux sociétés de notre BITD de se développer en toute autonomie. Je passe maintenant à la gendarmerie, en l'occurrence à la gendarmerie maritime, qui inaugure demain, 16 décembre, une nouvelle brigade de gendarmerie maritime, en l'occurrence à Roscoff. Cet événement se déroulera en présence du vice-amiral d'escadre François Moreau, major général de la marine, du général de corps d'armée Bruno Jokers, qui est le major général de la gendarmerie nationale,
ainsi que du vice-amiral d'escadre Olivier Lebas, préfet maritime et commandant en chef pour l'Atlantique, ainsi que du colonel Ghislain Cacré, qui commande le groupement de gendarmerie maritime de l'Atlantique. Créée officiellement le 1er août 2021, la brigade de gendarmerie maritime de Roscoff est la 22e brigade du groupement de gendarmerie maritime de l'Atlantique. Elle compte désormais 8 militaires et dispose d'une vedette côtière de surveillance maritime. Sa présence sur ce secteur côtier permet de compléter le maillage opérationnel de la gendarmerie maritime sur la façade atlantique, ainsi que le dispositif de la brigade nautique de la gendarmerie départementale, avec laquelle elle travaille de façon concertée et étroite. Je passe maintenant aux notifications de contrats par la délégation générale de l'armement, et notamment d'un contrat notifié le 25 novembre à la société Exail, dans le cadre de la maîtrise des fonds marins pour l'essai du robot sous-marin A18D. Donc la DGA a notifié le 25 novembre dernier à cet industriel un contrat pour la mise en œuvre par la Marine nationale du véhicule autonome non habité, Autonomous Unmanned Vehicle, A18D, qui peut déjà opérer jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Ce contrat est d'un montant maximal de l'ordre de 3,5 millions d'euros et il comprend plusieurs sorties à la mer dès 2023. Il s'inscrit dans le cadre de la capacité exploratoire de la stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins qui vous avait été présentée ici fin février dernier. Au titre de cette stratégie, la Marine nationale conduit depuis octobre 2022, j'en ai déjà parlé ici, plusieurs campagnes de mise en œuvre de drones sous-marins grand fond. L'objectif est de disposer de systèmes de sous-marins autonomes capables d'opérer dans les grandes profondeurs pour assurer les premières missions opérationnelles de maîtrise des fonds marins en attendant de disposer d'une capacité pérenne. Une seconde étape, donc là nous sommes à 3000 mètres de profondeur, c'est la première étape et la première ambition. Je rappelle qu'une seconde étape viendra derrière. Elle est définie en synergie avec le plan d'investissement France 2030 et elle visera l'acquisition de capacités souveraines d'opération dans les encore plus grands fonds marins, dont l'ambition est d'atteindre les 6000 mètres de profondeur. Au titre des réceptions, cette semaine, le 10e avion de patrouille maritime Atlantique 2, rénové au standard 6, a été réceptionné sous la maîtrise d'ouvrage de la Direction générale de l'armement. Il a été réceptionné le 12 décembre. Cette modernisation est effectuée par le service industriel de l'aéronautique, le SIAE, et l'avion sera prochainement livré à la Marine nationale sur la base aéronautique navale de Lambyway dans le Morbihan. Je le rappelle, je l'ai déjà dit notamment au mois de mai et juin dernier, cette rénovation porte sur le système de combat de la TL2. Il s'agit d'intégrer dans les avions existants de nouvelles technologies en matière de systèmes tactiques de mission, de sous-systèmes de capteurs, de consoles de visualisation, de traiter l'obsolescence de certains systèmes et de restaurer les performances de l'aéronef au meilleur niveau. Les équipements qui sont installés dans le cadre de cette rénovation au standard 6 sont parmi les plus efficaces ou performants de l'industrie aéronautique. Le nouveau radar Searchmaster est un exemple emblématique. Il bénéficie par exemple de la technologie d'antenne active développée par Thales pour le Rafale. Les ATL2 ainsi rénovés amélioreront ainsi leur capacité à traiter les nouvelles menaces par tout temps, que ce soit dans le cadre de missions stratégiques de dissuasion ou dans le cadre d'engagement contre des sous-marins furtifs et même des véhicules terrestres. La loi de programmation militaire 2019-2025 prévoit la rénovation de 18 ATL2 au standard 6. Nous en sommes donc au 10e, il reste dans les 2 ans à venir 8 ATL2 au standard 6 à livrer. Au chapitre de réception également, le 2 décembre dernier, la DGA a réceptionné le Pélican. Le Pélican est le 19e des 29 remorqueurs pousseurs commandés en 2016 au profit de la Marine nationale. Celui-ci opérera à partir de la base navale de Fort-de-France en Martinique. Ce programme de remorqueurs pousseurs participe au renouvellement des moyens portuaires des bases navales de la Marine, prévu par la loi de programmation militaire 2019-2025. Après Papeete et Nouméa, Fort-de-France est la 3e base navale outre-mer à être dotée des nouveaux remorqueurs pousseurs 10. Ils sont déjà en service en métropole, dans les bases navales de Toulon, de Brest et de Cherbourg. La livraison des derniers remorqueurs pousseurs est prévue pour 2024. Cette fois-ci, après les réceptions, les livraisons, et pour l'armée de l'air cette fois-ci, toujours dans le domaine capacitaire, hier, la délégation générale de l'armement a réceptionné et livré à l'armée de l'air et de l'espace le 9e avion ravitailleur multirôle A330 MRTT, Multirole Tanker Transport, Phoenix.
La DGA a pu effectuer cette réception suite aux différentes opérations de vérification qu'elle a conduites depuis novembre. Les essais sur cet appareil se sont déroulés en Espagne, à Retafe, le lieu de transformation MRTT des avions civils A330, produits par Airbus à Toulouse, puis en France à Istres, où les MRTT sont testés au centre d'essai de la DGA, au centre d'essai en vol de la DGA. Je vous le rappelle, l'A330 MRTT Phoenix est un avion polyvalent dérivé de l'avion de ligne Airbus A330. L'étendue de ses capacités lui permet de remplacer plusieurs flottes d'avions distinctes d'ancienne génération. Les 135 FR et les KC-135 RG pour le ravitaillement en vol, et les A310 et A340 pour le transport stratégique de personnel et de fret. Ce Phoenix est conçu pour répondre aux différentes missions confiées à l'armée de l'air et de l'espace, la mise en œuvre de la composante aérienne de la dissuasion nucléaire, la contribution à la posture permanente de sûreté aérienne, la projection stratégique de force et de puissance et le transport médicalisé d'urgence. 12 A330 MRTT Phoenix ont été livrés à l'armée de l'air et de l'espace d'ici à fin 2023. Voilà pour les agendas et actualités du ministère. Je vais maintenant me livrer à vos questions, en commençant par la salle. Madame Benoît. Oui, Daphné Benoît de l'AFP. Juste une petite question pour revenir sur une déclaration de Madame Miralles à l'Assemblée nationale en début de semaine, où elle était interrogée sur la réserve. Elle a mentionné le fait que le groupe de travail sur la réserve avait fixé pour objectif d'atteindre un réserviste pour 2 militaires d'ici 2030 ou 2035, je me souviens plus ce qu'elle a dit. Je voulais juste savoir, en termes numéraires, ce que ça signifiait. Est-ce que ça change la cible qu'on nous a annoncée de passer de 40 000 à 80 000 réservistes? Merci. Alors, je vais même vous rappeler que le ministre a évoqué le chiffre de 100 000 dans une interview aux Parisiens il y a quelques semaines. La cible ne change pas. Le groupe de travail réserve travaille d'arrache-pied, j'en témoigne puisque nous y contribuons également. La cible est bien, et c'est un ordre de grandeur, d'avoir un réserviste pour 2 militaires d'actifs, mais les chiffres, et donc la cible à l'horizon 2030 pour le moment, c'est bien d'avoir 100 000 réservistes, 100 000 réservistes opérationnels pour l'ensemble des armées. Autre question ? En audio ? Oui, j'ai une question. Nous vous écoutons. Vous m'entendez ? Oui, bonjour, c'est Jean-Marc Tanguy. Bonjour, monsieur Tanguy. Je voulais revenir juste sur l'annonce que vous avez faite dans le domaine capacitaire sur le drone sous-marin. Il y a eu des petits soucis en fait, de qualité de son en audio. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'identité du prestataire, la durée du contrat et la profondeur que devrait atteindre le drone qui sera mis en œuvre par ce prestataire? Merci bien. Alors, le prestataire, enfin l'industriel auquel a été confié ce contrat est Exail. C'est l'ancien ECA, Exail, EXAIL. Le robot en question est le robot A18D et il peut opérer jusqu'à 3000 mètres de profondeur. J'ai évoqué 6000 mètres de profondeur qui correspondra à la prochaine étape, la seconde phase de l'acquisition de capacités souveraines. Mais ce robot A18D, pour lequel d'un contrat maximum d'une valeur de 3,5 millions d'euros vient d'être notifié par la DGA, visera lui les 3000 mètres de profondeur. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'est juste un contrat de location où il y a un drone est acheté et il pourrait être utilisé sur une durée particulière. Parce que dans le domaine des fonds marins, pour l'instant, il y a à la fois les deux types de possibilités. Alors pour le moment, je passe sur le contrôle de la Marine nationale, nous sommes non pas dans l'acquisition, qui est la phase suivante, mais nous sommes dans les essais et le développement de capacités. Donc nous ne sommes pas encore sur l'acquisition de propriété et nous verrons dans un deuxième temps vers quoi nous irons. Donc c'est bien une location? Oui. D'accord. Vous avez la durée de ce contrat de location? Je me retourne vers la DGA qui sera plus précis. Je reviendrai vers vous, monsieur Tanguy, parce que je n'ai pas la réponse en tête. Ok, merci. En salle, monsieur Julien. Oui, Pierre Julien, indépendant. Juste une question, la mairie de l'air va peut-être me répondre. Pour les MRTT, est-ce qu'il y a des noms de baptême qui continuent à un petit peu comme il y a eu sur d'autres appareils? Est-ce que le colonel Mallard est présent?
Alors, Jean-Christophe Pastor. Je prends la question. Oui, je prends la question et puis je reviendrai vers toi. Effectivement, lors de la livraison du 18e, j'avais été en capacité de vous donner son nom de baptême, mais je ne suis pas aujourd'hui pour le 19e. Y aurait-il une autre question en audio ? Donc nous allons passer au focus thématique de ce jour, qui traite des adaptations du soutien de l'homme apporté par le service du commissariat des armées. Je rappelle que le service du commissariat des armées a été créé le 1er janvier 2010 dans la dynamique de l'interarmisation des fonctions de soutien. C'est l'héritier, si on remonte très loin, des questeurs romains dans l'Antiquité, puis des commissaires de guerre au XVIIe et XVIIIe siècle, et l'intendance militaire au XIXe et XXe siècle. Aujourd'hui, le service du commissariat des armées est un service de soutien interarmé, placé sous l'autorité du chef d'état-major des armées. Il est composé d'une centaine d'organismes en métropole, à l'étranger et en outre-mer, dont 45 groupements de soutien de base de défense, que vous connaissez sous l'acronyme de GSBDD. Le SCA est riche de plus de 23 000 personnels civils et militaires, et il répond chaque jour aux besoins de près de 240 000 soutenus au sein du ministère. Vous pourriez me poser la question, donc je la devance. 240 000 plus 23 000 égale 263 000. Nous ne sommes pas aux 271 000 personnels du ministère des Armées. La différence de 8 000 correspond à ceux qui servent en dehors du ministère des Armées et ne sont donc pas directement soutenus par le SCA. Au travers des 11 fonctions de soutien du commissariat que le commissariat opère, il y a les armées en stationnement, à l'entraînement et directement dans les engagements opérationnels. Le SCA délivre des produits finis et des prestations clés en main, comme l'aime à dire l'actuel directeur central du SCA. Il offre des solutions, à la fois sur le territoire national, sur les théâtres d'opérations extérieures où sont projetées nos forces. Son action s'étend dans 3 grands domaines. D'abord, l'administration, qui commence par l'acquisition de biens et de services courants, l'exécution financière, l'administration du personnel et de la solde, le conseil juridique aux forces et le contentieux, et le soutien à la mobilité professionnelle. Deuxième grand domaine d'action, la logistique, avec notamment le transport routier individuel et collectif, l'habillement et l'équipement du commissariat. Enfin, le multiservice, c'est-à-dire le soutien à la conduction du personnel en quotidien et les loisirs, l'alimentation, la restauration, l'hébergement et l'hôtellerie, la gestion de sites et le soutien multiservice dans tous les domaines. Le soutien du service du commissariat des armées est fondamentalement nécessaire et adapté à la mission opérationnelle du combattant. En étant présent au quotidien, au cœur des armées, au plus près des unités, à l'entraînement, dans les casernements et en opération, le SCA contribue au succès des opérations. Alors je vais, comme je l'ai promis, désormais céder la parole aux 2 commissaires qui vont rentrer un peu plus dans les détails, vous présenter des exemples emblématiques de leur action. Donc le commissaire en chef de première classe, Alexandre Petitfaux, qui est le chef d'état-major opérationnel du SCA, lui évoquera l'adaptation du soutien aux différents milieux physiques dans lesquels interviennent nos armées. Puis le commissaire général Neumann, qui lui est le chef du centre interarmé du soutien, exposera au travers d'exemples concrets comment le SCA fait évoluer concrètement et en permanence les produits qu'il élabore, qu'il conçoit, qu'il fait fabriquer et qu'il délivre aux armées à partir de l'expression du besoin des armées et de la veille tant technologique qu'opérationnelle. Et le temps qu'ils montent sur l'estrade, je crois qu'une petite vidéo va introduire leurs propos.
Monsieur le commissaire au chef, vous avez la parole. Merci beaucoup, mon général. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, comme le suggère le film projeté en introduction, le service du commissariat des armées est un service interarmé. Il opère 11 fonctions de soutien au profit des militaires et des unités, aussi bien sur les bases en métropole ou outre-mer et à l'étranger que pour les engagements opérationnels à l'extérieur ou sur le territoire national. Parmi les 11 fonctions qui ont été évoquées figurent entre autres l'habillement et les équipements de protection individuelle des soldats, marins et aviateurs, ainsi que les matériels collectifs de vie en campagne, cuisine, moyens de campement, laverie, douche et sanitaire, conteneurs frigorifiques, chauffage et climatiseurs. L'alimentation et la restauration est une de ces fonctions. La gestion des sites, sur les bases vie, sur les terrains sommaires ou dans les zones de transit, et le service à la personne sur ces sites, l'accès à la téléphonie, à l'Internet, à la pratique sportive ou culturelle, l'administration du personnel et de la solde, l'acquisition de biens et de services courants, l'exécution financière, qui est le vocable qui concerne en fait la conformité avec le droit public français et celui des États dans lesquels nous sommes déployés en matière de dépenses publiques, le conseil juridique aux forces et le contentieux. Ce soutien est aujourd'hui rendu pour tous les engagements opérationnels ou les missions sur le territoire national. Il l'est également lors des séquences d'exercice et d'entraînement des 3 armées. Il est effectif dès la phase de montée en puissance, d'appui à la projection et de déploiement initial. Il se poursuit jusqu'à la phase de retrait, puis celle de remise en condition. À cet égard, depuis les dernières années, le SCA a participé à toutes les opérations d'entrée en premier, avec la singularité des armées françaises, qui est de déployer le soutien en même temps que l'engagement, alors que nos alliés, otaniens notamment, déploient d'abord des capacités de soutien préalablement à celui des éléments opérationnels. Cette aptitude opérationnelle reconnue nécessite de faire preuve de réactivité et d'anticipation, et également de traiter au début avec une relative rusticité en fonction du contexte opérationnel et des conditions locales, avant de mettre en œuvre des modalités stabilisées. Le soutien commissariat repose sur une agilité prenant en compte les opportunités de soutien par une nation hôte, les capacités propres de notre main-d'œuvre militaire, celle du recours à la main-d'œuvre du pays hôte ou au secteur national économique local, et aussi l'appui sur celle d'un partenaire institutionnel important, l'économat des armées, établissement expérimenté quant à l'externalisation de certaines prestations comme la restauration, la gestion de camps ou encore le transport civil. Cette complémentarité constitue autant de modes d'action afin d'assurer aux combattants, dans chacun des milieux, un soutien adapté et différencié à partir d'une base de conception et de gestion logistique commune et interarmée. Diapositive suivante. Alors, les photographies qui suivent témoignent des engagements en cours ou récents. Elles présentent un bref panorama des moyens du commissariat des armées au sein des opérations ou missions opérationnelles à Djibouti, en Roumanie, la mission Aigle, sur le porte-avions Charles de Gaulle, ou en Guyane, opération Harpie. Au Liban, opération Amitié, qui a eu lieu en 2020, aux Émirats arabes unis, l'opération Apagan, qui avait été conduite à l'occasion de l'évacuation des ressortissants français et européens, consécutive au retour du régime des talibans en Afghanistan. Ou sur le territoire national, en soutien du partenaire américain à l'occasion de relèves de grandes unités en Europe, opération Mousquetaire. Diapositive suivante. Le temps imparti ne nous permet pas, mais nous aurions pu également y faire figurer le Sud-Liban, Daman, l'Irak, l'Estonie, mission Lynx, ou à nouveau le territoire national avec les dispositifs Sentinelle, Héphaïstos ou Résilience. Ces dernières années, au titre de son contrat opérationnel, au moyen de dispositifs adaptés et modulaires de soutien au niveau opératif, interarmé, ou dédiés à chacune des composantes tactiques de milieu, le SCA a en permanence et en moyenne environ 1000 hommes et femmes placés en posture opérationnelle et l'équivalent de 1500 conteneurs maritimes multimodaux, dits 20 pieds, de ressources et matériel déployés. Dans cette posture figure également en alerte loutre, au titre de l'échelon national d'urgence, ENU, 150 personnels susceptibles d'être déployés sous très court préavis, comme cela a été le cas en septembre 2017 à l'occasion de l'opération Irma, consécutive à l'ouragan ayant dévasté les Antilles, ou dès la fin février 2022 en Roumanie,
avec la projection du bataillon Fer de Lance et d'un détachement de défense solaire dans le cadre de la rassurance collective de l'OTAN, consécutive à l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Le retour de la guerre en Europe a par ailleurs accentué la priorité du service dans sa préparation collective et son inscription dans l'ambition 2030 du chef d'état-major des armées visant à gagner la guerre avant la guerre. Dès 2021, le service est engagé dans une ambitieuse feuille de route dont le pilier premier est celui de l'opérationnalisation et de la résilience du SCA. Toujours selon ses 11 fonctions, le SCA se prépare ainsi à l'engagement en haute intensité au profit de chacun des milieux, ainsi qu'à la gestion de crise en contexte multichamp. Le premier jalon de cette feuille de route sera atteint au cours du premier semestre 2023, durant lequel, en soutien des armées, le service participera de manière extrêmement significative à l'exercice Orion. Le commissariat des armées y engagera environ 400 personnels et une soixantaine de modules 150 permettant la vie en campagne, correspondant à l'équivalent de 500 conteneurs 20 pieds. Cet exercice de très grande ampleur sera l'occasion d'éprouver certains mécanismes de l'administration du temps de guerre, mais aussi de tester des matériels et prestations logistiques de nouvelle génération. Résultat d'une démarche permanente d'adaptation que le commissaire général Éric Neumann, à qui je vais céder la parole, va à présent vous exposer. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je suis le directeur du Centre interarmé du soutien des équipements commissariat, qui est l'établissement du commissariat des armées qui développe et approvisionne l'ensemble des équipements nécessaires au soutien de l'homme. Alors, à la fois les équipements individuels, hein, bien sûr, l'habillement et autres composantes individuelles, mais également les matériels de projection dans le domaine du soutien de l'homme pour assurer les besoins vitaux du militaire, et puis également en matière de ration de combat. Alors, pour illustrer les propos du chef d'état-major, du chef de l'OMOSCA, je vais vous expliquer, vous présenter un peu comment est-ce que l'on travaille. En fait, nous avons deux sources pour faire évoluer nos produits et proposer des nouveaux produits et surtout qui soient adaptés aux forces. La première source, bien sûr, c'est l'expression des besoins des armées qui sont les mieux placés au regard de leurs besoins, de leur concept d'emploi pour nous demander de faire évoluer ou de créer un nouveau produit. La deuxième source, c'est la veille industrielle que nous assurons en liaison avec environ 200 fournisseurs qui constituent notre base industrielle de défense. Et puis également le rétex que nous avons grâce aux armées, soit par l'intermédiaire des états-majors, soit directement par l'intermédiaire des opérateurs. Par exemple, nous avons mis au point, et on le fait de plus en plus, un gilet pare-balles, par exemple, pour les forces spéciales, en travaillant directement avec les opérateurs des forces spéciales. Donc on est vraiment en liaison directe avec eux, ce qui nous permet d'être au plus près de leurs besoins. Alors, depuis, cette activité est traditionnelle, hein, c'est notre mode normal d'action, mais c'est vrai que depuis 18 mois, le contexte a fait que nous avons accéléré d'une part nos travaux et d'autre part nos approvisionnements. Alors d'abord, on s'est bien sûr illustré par rapport, on s'est adapté aux nouvelles réflexions des armées, hein, notamment l'armée de terre souhaite que désormais le soutien, l'opération suive au plus près des forces. Donc j'y reviendrai, on est en train de développer un nouveau matériel dans ce cadre-là. Nous travaillons également avec le service de santé des armées et qui fait régulièrement des études ciblées. Dernièrement, il a fait un rapport intéressant sur les conditions climatiques et notamment dans le grand froid, puisqu'il y a régulièrement des missions dans les milieux polaires. Et donc, on en tire des conséquences. Et donc, à partir de ces différentes sources d'informations, en fait, nous orientons aussi nos fournisseurs. Et c'est-à-dire que très clairement, on leur indique que soit nous devons avoir de nouvelles technologies, par exemple dans le domaine balistique pour les casques, on a une technologie actuelle et on voudrait faire évoluer pour avoir une meilleure protection, en tout cas une protection identique mais avec un poids allégé. Et donc on travaille avec les entreprises et puis surtout on essaie de leur donner de l'anticipation pour leur dire que dans les 2 ans à venir, alors bien sûr, ils ont une information ouverte dans la presse, mais que dans les 2 ans à venir, on va changer de milieu d'action potentiellement et qu'il va falloir adapter nos stocks et notre parc de matériel de manière à avoir plus d'effet grand froid, par exemple.
Et puis surtout, ce que l'on a fait, au-delà des études qui se poursuivent et que l'on accélère, nous avons lancé un certain nombre d'approvisionnements rapides, puisque dans notre action, la difficulté, bien sûr, c'est le temps de mise au point. Le temps est long, hein. Il nous faut entre 18 à 36 mois pour mettre au point, approvisionner les premiers effets, et puis après, les temps de production et les temps industriels. Même pour nos effets, hein, on n'est pas dans l'armement, mais quand même, lorsqu'on passe un bon de commande, on est livré 6 mois après. Donc il y a un temps très lent, et il faut en tenir compte. Alors sur la planche suivante, je vais vous présenter un premier détail en matière d'habillement. Aujourd'hui, si on parle de l'habillement, ce qui nous intéresse, c'est évidemment la protection contre le froid. Donc on maintient le concept de multicouche, hein, c'est le concept qui existe et qui est en vigueur dans l'ensemble des armées. Très pratiquement, c'est la meilleure façon de se protéger du froid, c'est d'avoir plusieurs effets au contact de la peau. Aujourd'hui, au regard du rétex, on est entre 3 à 5 couches, 5-6 couches, en fonction des zones de froid, sachant qu'il y a 3 zones de froid identifiées par le service de santé et en général par les armées. Donc on est entre 0 et -6, entre -6 et -20, et puis au-delà de -20. Bon, alors après, les conditions climatiques, le vent vient également un peu perturber ce dispositif, mais globalement, c'est le concept de multicouche qui permet de répondre à la protection des militaires. Nous avons mis au point un nouvel article, une veste thermique polyvalente, qui a été lancée en fait il y a un peu plus de 2 ans, et qui va équiper l'armée de terre. Donc la procédure a été lancée avec la plateforme commissariat de Rambouillet, hein, puisqu'en fait c'est notre pouvoir adjudicateur. Donc le SIEC met au point en liaison avec les armées le produit, et puis ensuite on passe un contrat. Donc cette veste thermique, en fait, on va en approvisionner à peu près 60 000 qui vont être délivrés en 2023. Et puis on va continuer à en approvisionner ensuite, hein. C'est destiné principalement à l'armée de terre, mais je pense que ça rentrera ensuite, on peut l'imaginer, en service dans les autres armées, et bien sûr dans les compléments OPEX, quand les militaires partent en OPEX. Nous avons également d'autres développements en cours, alors à la fois des développements et puis des approvisionnements rapides, parce que comme je le disais, le temps est un peu notre ennemi. Donc nous avons toujours eu des effets froids, notamment pour les militaires qui sont dans ce milieu, hein, donc principalement la BIM. Mais effectivement, au regard du risque que l'on rencontre actuellement, il faut avoir beaucoup plus d'effets pour équiper beaucoup plus de personnel. Donc dans un premier temps, ce que l'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec des fournisseurs, on a acheté sur étagère des produits que l'on a, entre guillemets, qualifiés à notre niveau. Et donc on a passé des commandes il y a un peu plus d'1 an pour augmenter nos stocks sur ces articles. Simultanément, bien sûr, on développe, au regard de l'expression de besoin, notamment de l'armée de terre, de nouveaux articles, et donc dont certains sont exposés dans cette salle au fond. On travaille bien sûr pour l'ensemble des milieux. Alors effectivement, le milieu terrestre, c'est plutôt l'armée de terre et puis les personnels de l'armée de l'air qui sont au sol. On travaille également au profit bien sûr de la marine, puisqu'on est un service interarmé, et notamment tout ce qui concerne la protection extérieure pour les personnels qui sont sur les plages des bâtiments et qui sont à l'extérieur. Et donc là aussi, on met au point une nouvelle tenue de mer qui sera délivrée normalement en 2023. Et puis on travaille également sur les protections milieu aéroterrestre, notamment pour les personnels qui sont dans les hélicoptères. Et là vous verrez, donc ça rejoint un petit peu aussi, hein, les protections qui sont pour les militaires qui sont au sol, hein. Donc là on s'inspire de ce qui existe aussi dans les forces armées étrangères et qui sont notamment dans les milieux froids. Et donc vous verrez au fond de la salle, on a une tenue grand froid que l'on a identifiée auprès d'une armée, et donc on va la mettre en expérimentation pour voir ensuite comment pouvoir développer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir notre propre marché, notre propre produit, et d'être bien sûr autonome, notamment avec nos fournisseurs. Alors, au-delà de l'habillement, sur la planche suivante, on travaille également sur le matériel de projection. Donc, c'est tous les matériels qui servent à assurer les besoins vitaux des militaires. Une fois que, dans les premiers jours, semaines ou mois, on consomme plutôt de la ration de combat, hein, j'y reviendrai. Et puis, ensuite, dès qu'on peut le faire, on rentre dans une phase un peu plus stabilisée, mais pas forcément. Et donc, à ce moment-là, on déploie du matériel de projection. Aujourd'hui, l'armée de terre souhaite que l'on développe, au regard des nouveaux concepts d'emploi, une nouvelle gamme de produits qui permettent de suivre au plus près les forces. Donc là, nous avons actuellement des cuisines roulantes, des sanitaires, des douches, etc. Et nous voudrions développer ces produits de manière à les rendre à la fois plus mobiles. Alors ils le sont déjà, mais il faut qu'ils le soient davantage. Et puis qu'ils permettent donc d'avoir un développement plus rapide, donc un déploiement plus rapide sur zone. Donc ça, c'est un projet qui a été lancé il y a à peu près 1 an,
Là aussi, on va avoir un prototype en 2023, on va le tester en 2024, et donc ensuite on passera un marché pour avoir un parc et rénover la totalité de notre parc. On considère qu'on va avoir un parc qui sera intéressant à partir de 2027-2028. Autre exemple également, les tentes, élément essentiel pour l'hébergement, pour le militaire en opération. Donc on a changé depuis une petite dizaine d'années de modèle de tente. On a un modèle beaucoup plus résistant qui permet et plus modulaire. Et donc là, notamment, on est en train d'adapter par rapport pour lui rajouter des couches là aussi au-dessus pour le protéger et puis pour protéger du froid les militaires. Enfin, dernier exemple que je souhaite aborder, donc sur la dernière planche en matière de rations de combat. Nous assurons également donc la délivrance des rations de combat à partir d'une usine de conditionnement qui est unique au sein des armées et qui permet de conditionner les composants que nous délivrons ensuite aux armées. Sur la planche suivante, vous allez avoir, ou pas d'ailleurs, en fait, nous avons plusieurs types de rations de combat. En fait, il y a la ration de combat classique, la RCIR, c'est pour une journée, un homme, à peu près 1,7 kg, 3600 kilocalories. La ration de combat classique est très appréciée des militaires, si on en juge par le taux d'échange en OPEX. Et puis nous développons d'autres rations de combat. Et je souhaite évoquer notamment la ration individuelle lyophilisée. Alors c'est une ration particulière qui est notamment très utile dans les milieux dans lesquels il y a de l'eau disponible. L'intérêt étant de pouvoir réduire son poids, puisque le mode de traitement des produits, puisque ces produits sont lyophilisés, donc ils sont beaucoup plus légers. Donc c'est une ration de combat pour une journée, toujours, mais qui ne pèse qu'1 kilo. Voilà, donc les mêmes caractéristiques en termes de salubrité et de protection et d'alimentation pour les militaires, mais elle est plus légère. Donc là, récemment, depuis cette année, en fait, on a remplacé un certain nombre d'articles qui n'étaient pas encore lyophilisés, et donc maintenant, cette ration est totalement lyophilisée. Aujourd'hui, on en produit à peu près 80 000, c'est notre capacité, en fait, c'est plutôt notre besoin actuel, mais on est justement en train de travailler avec notre établissement, on est en train de le moderniser, et en 2023, on va très largement augmenter sa capacité de production, à la fois pour les rations de combat individuelles, et puis également pour les rations lyophilisées. Voilà, donc on va très simplement en fait investir 10 millions d'euros pour changer la totalité. C'est une usine comme on peut en trouver en agroalimentaire, dans le secteur agroalimentaire, et donc en fait on va changer l'ensemble des robots qui servent à conditionner ces produits. Voilà. Si vous avez des questions, nous pouvons y répondre. Oui. Oui, bonjour. Daphné Benoît de l'AFP. J'ai 3 questions. Tout d'abord, concernant les tenues grand froid, est-ce que la France a livré ce type de tenue à l'Ukraine, comme a pu le faire le Canada ou d'autres pays? Et de manière peut-être plus générale, est-ce que le commissariat aux armées a également peut-être fourni des rations ou est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez fourni aux forces ukrainiennes? Deuxième question, concernant Tchinku en Roumanie, où j'étais la semaine dernière, le chef de corps me disait que la cible était de 1200 personnels français déployés à Tchinku, mais que ça dépendrait des travaux. Donc je voulais savoir si vous aviez des travaux d'aménagement pour ces personnels. Je voulais savoir si vous aviez une date à laquelle vous estimez possible l'installation, la hausse des effectifs sur place. Et par ailleurs, sur place, j'ai également découvert la ration collective, et justement quelqu'un m'a dit sur place que c'était la première fois que ce type de ration était déployé en opération extérieure. Donc si vous avez quelques détails à nous donner là-dessus. Merci. Alors je vais commencer par prendre la parole pour dire que le colonel Godillère lui répondra plutôt sur la partie Tchinku, développement du camp et effectif, et que les commissaires vont effectivement, je vais les remercier de répondre sur la question des rations collectives et de ce qui rentre dans leur champ. Voilà, on va donc commencer par les réponses précises sur les rations collectives, est-ce que vous avez pu voir, et puis le colonel Godillère tout à l'heure vous répondra aux questions qu'ont levé votre rencontre avec le chef de corps actuellement déployé de Tchinku. Et puis moi je reviendrai au final sur la troisième. Oui, effectivement, en fait, nous avons développé un nouveau concept de restauration en opération, c'est la ration collective. En fait, nous partons du principe que l'intérêt pour le militaire, c'est la variété. Alors, la sécurité alimentaire, c'est essentiel. La variété des produits est également essentielle.
Et la convivialité, parce qu'une fois que vous avez mangé des rations de combat pendant des dizaines de jours, il est important pour le moral de pouvoir faire varier les menus. Alors, au-delà de cet aspect-là, et c'est l'intérêt de la ration collective, pour rajouter des plats en plus, hein, toujours dans les mêmes conditions qui sont des conditions très différentes des produits que l'on trouve dans le secteur de la grande distribution et que vous consommez au quotidien, hein, puisqu'on est sur des produits très qualitatifs. En général, quand j'en parle, je dis qu'on fournit plutôt de l'épicerie fine en mode industriel. Hein. C'est une qualité très supérieure. On est bien plus restrictif que par rapport à ce qu'on trouve dans le secteur marchand. Alors, ces rations collectives, leur intérêt, au-delà de la variété, c'est qu'on imagine donner une autonomie complète en fait aux militaires. Et dans ces rations, vous avez à la fois les produits pour alimenter un militaire pour une journée, en fait un groupe de militaires, de 30 militaires, mais également le matériel pour réchauffer les plats. Et c'est la grande nouveauté, c'est-à-dire qu'on voudrait imaginer de pouvoir alimenter des militaires sans utiliser le matériel. L'intérêt étant double, bien sûr, c'est que d'une part, ça permet d'être totalement en autonomie pour le militaire, il n'est pas dépendant du matériel que l'on déploie, et puis pour nous, commissariat, ça nous permet d'économiser, entre guillemets, sur le déploiement et la maintenance de matériel. Donc là, on en est à une expérimentation qui a plutôt bien marché. On l'a déployé en Roumanie, on l'a déployé lors de récents exercices également. Les militaires en sont très satisfaits. Alors le coût, pour l'instant, c'est une expérimentation. Donc évidemment, en industrie, il y avait relativement peu pour nous hein, de produits. Je crois qu'on a acheté pour à peu près 20 000 de quoi nourrir 20 000 équivalents hommes, ce qui est très peu. Hein, voilà. Donc le coût actuellement, il est pas tenable. Hein, donc il faut le réduire. Et pour le réduire, il faut produire en plus grande quantité avec nos industriels qui sont évidemment très intéressés par ce genre de produits parce que ça permet de les tirer vers le haut et on est très exigeant par rapport à eux, notamment en termes de sécurité alimentaire. L'un des fournisseurs a eu énormément de difficultés à mettre au point le produit, d'où l'intérêt là aussi de contrôler les produits et on a notre propre laboratoire à Angers qui contrôle l'ensemble des produits, des composants. Donc pour l'instant, on est très satisfait de l'expérimentation. Maintenant, on veut passer à la phase industrielle et pour ça, il nous faut du budget. Donc on a exprimé dans le cadre de la LPM un budget nécessaire pour pouvoir intégrer ce produit dans notre offre future. Voilà. Pour les sessions, tu prends ? Non, allez-y sur des sessions, c'est sur un autre chapitre que j'interviendrai. Alors, bon, effectivement, hein, donc, il y a des sessions qui sont faites dans tous les domaines et les équipements du commissariat sont concernés. En priorité, en fait, au profit de nos partenaires que nous formons. Puisque là aussi, c'est l'occasion pour eux d'avoir une certaine remise à niveau sur les effets de protection individuelle et sur les effets d'habillement. Il y a eu également quelques sessions sur les effets de protection balistique directement au profit de ce partenaire. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de maintenir un équilibre entre ce que nous faisons au profit de ce partenaire et puis par rapport aux engagements qui sont les nôtres actuellement et ceux qu'on peut escompter dans le cadre de l'état stratégique actuel, voilà, de préserver cet équilibre pour ne pas diminuer sensiblement le contrat opérationnel du SCA au profit de nos propres composantes. Voilà, bon, tout ça est fait dans des processus qui sont bien évidemment drivés au niveau ministériel et à l'état-major des armées. Et en fait, c'est un processus itératif en permanence sur les besoins qu'on reçoit et ceux sur lesquels on peut apporter une satisfaction. Alors peut-être pas directement en tête, mais on reviendra vers vous avec des chiffres. Donc on a bien compris la question sur d'une part les rations, d'autre part les équipements, sachant qu'évidemment le Canada a certainement plus de facilité, étant donné son climat, à produire des équipements grand franc en plus grande quantité que nous. Le collègue Gaudière, est-ce que tu veux prendre la parole maintenant ou tout à l'heure ? D'accord, répondra à la troisième question tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions en salle, à M. Julien ? Effectivement, au fur et à mesure, j'ai plein de questions en réalité à vous poser. D'abord, quelques précisions. Quand vous avez parlé de 80 000 rations lyophilisées, c'est 80 000 sur une journée, un mois, une année ? C'est notre production annuelle aujourd'hui pour couvrir le besoin des forces armées françaises. D'accord. Vous avez parlé aussi de système pour, alors je crois que c'est lié aux rations collectives, pour chauffer les rations. C'est nouveau par rapport à ce que les petites rations avaient, enfin la ration individuelle, on avait, parce que j'ai eu la chance de les tester pas mal de fois. C'est un nouveau système donc ? Oui, tout à fait, c'est un système, en fait c'est une espèce de boîte hermétique
Au fond, vous mettez, il y a un produit chimique que l'on fait réagir avec de l'eau, tout simplement. Et vous posez les barquettes, qui sont des barquettes pour 8 personnes à peu près. Alors ça dépend de l'appétit des militaires. Aujourd'hui, c'est plutôt 8 personnes. Et donc, vous posez ces plaques dans cette enceinte. Et en fait, vous avez une réaction... C'est pour manger en même temps, quoi. Tout le monde. Voilà, tout à fait. L'objectif, c'est la variété, notre concept de soutien, mais également de donner un peu plus de convivialité, sachant qu'aujourd'hui, donc cette ration, là aussi, c'est notre concept. C'est une ration, vous avez l'ensemble des composantes, du petit déjeuner jusqu'au dîner, avec des produits très qualitatifs, que l'on a mis au point avec les industriels français à chaque fois, puisque pour les composants de ration de combat, 90% de nos fournisseurs sont français et produits en France. Voilà. Ma présidente Daphné vient de me montrer une photo, effectivement, puisqu'elle a testé cette nouvelle ration collective. Je continue, puisque j'ai le micro. Vous savez que les hommes de radio aiment beaucoup avoir un micro. Combien de variétés actuellement sur les rations collectives, et est-ce qu'il y a eu des différences? Est-ce que vous avez noté le fait que certaines avaient plus de succès que d'autres? Est-ce que vous en avez abandonné? Je sais pas, à un moment donné, on parlait d'une dizaine pratiquement de... Alors aujourd'hui, aujourd'hui dans les rations de combat, vous avez, suivant le type de ration, plusieurs menus. C'est essentiel pour nous d'avoir une variété. Sur les rations de combat individuelles à réchauffables, donc la boîte classique, c'est peut-être celle-là. C'est celle-ci, oui, donc je parle. Dont vous parlez. Aujourd'hui, on a 14 menus. Voilà. Il y a 14 menus, 7 avec porc, 7 sans porc. Et petite nouvelle qu'on peut vous donner, on est en train de mettre au point 2 menus supplémentaires qui sont végétariens. Donc 2 rations de combat qui seront totalement végétariennes, mais là aussi avec nos critères, c'est-à-dire qu'on va avoir des produits qui puissent amener à la fois l'énergie suffisante pour que le militaire puisse tenir sur le terrain. L'objectif là aussi, c'est de rajouter de la variété, de tenir compte des goûts des consommateurs, parce que le militaire est un consommateur comme les autres. Parfois. Vous avez bien compris que c'était en fait la réponse que j'attendais. Mais notre objectif n'est pas de substituer. C'est bien de rajouter une offre. On ne fera pas 100% de ration végétarienne, ça n'est pas possible. C'est juste de rajouter des produits en plus qui existaient déjà plus ou moins dans les rations. Après, j'ai 2 questions puis j'arrête, parce qu'après c'est monopole. Retour d'expérience, vous en avez parlé tout à l'heure, lié aussi à vos partenaires, à vos fournisseurs. Il y en a certains que vous avez écartés par rapport... Alors j'allais dire, on se souvient du Sahel, avec notamment les chaussures qui fondaient au soleil. Je crois qu'elles étaient d'origine chinoise, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons ou pas. Non, enfin... On en a parlé à l'époque de chaussures qui fondaient au soleil, ça c'est vrai, en revanche, je les ai vues. Donc, ce sont des partenaires français, européens maintenant? Alors, pour répondre directement à votre question sur les chaussures, c'était à l'époque, les premières chaussures que nous avions, c'était des chaussures françaises. Et c'était à l'époque où on avait changé, en fait, au regard de la réglementation, et les types d'écoles étaient différentes. Et donc, évidemment, les écoles n'ont pas résisté au milieu. Depuis, on a fait un effort important. C'est la force des armées. À chaque fois qu'il y a eu une difficulté, on a réagi. On a fait un énorme effort sur le balistique après l'Afghanistan. Donc on est passé sur un nouveau concept de gilet pare-balles et on a maintenant un excellent gilet pare-balles pour équiper à peu près 100 000 hommes dans la chronique budgétaire. Là aussi pareil pour les chaussures, le Mali nous a permis de faire un énorme gap qualitatif. Aujourd'hui les fournisseurs, ce sont 2 fournisseurs allemands, Meindl et Lova, qui nous fournissent, qui sont de très bonne qualité. Alors on est maintenant très exigeant, on l'a toujours été, mais on est très exigeant sur les fournisseurs et évidemment ils se battent. Alors à la fois parce que c'est évidemment intéressant pour eux financièrement, parce qu'on achète des quantités importantes, mais aussi parce que les armées françaises sont sans doute, et ils nous le disent, celles qui sont le plus sur le théâtre et qui donc peuvent constituer pour eux une image et faire vendre leurs produits vis-à-vis d'autres armées. La preuve en est, c'est que nous avons mis au point un label aujourd'hui utilisé par les armées françaises qui permet aux entreprises de dire moi je fournis un produit aux armées françaises. Alors ce produit, ce label, il n'est pas qualitatif puisqu'en fait on ne juge pas plus ou moins s'il est bon, mais s'il a été sélectionné par nous, c'est qu'il répond à nos besoins. Et après, effectivement, on le fait évoluer, sachant qu'il y a une mise en concurrence régulière. Nos marchés durent
entre 4 ans pour les marchés courants et 7 ans lorsqu'on passe des marchés de défense et de sécurité. Et puis pour répondre à votre dernière question sur nos fournisseurs, je disais les fournisseurs pour les rations de combat, c'est à peu près, on va dire, une quarantaine de fournisseurs, 90% français qui produisent tous en France. Concernant les matériels de projection, donc les étraques, les cuisines, etc., nous avons une petite dizaine, 10-15 fournisseurs avec qui on travaille, principalement français, qui produisent en Europe. Alors, on les connaît, hein, c'est Zandre, c'est CERT, c'est I4S pour les tentes, Utilis, hein, voilà, c'est des leaders hein, pour nous et en Europe. Pour ce qui concerne certains produits, par exemple, on a des marchés pour des petits matériels de campement qui sont notamment utilisés hein, par la BIM, hein, tout ce qui est réchaud, etc. Là, c'est plutôt fabriqué en Asie. Et puis pour ce qui concerne les effets d'habillement et d'équipement individuel, nous sommes à 75% des fournisseurs européens. Les fournisseurs français représentent à peu près au moins 50% de nos fournisseurs. Alors, ils ne fabriquent pas tous en France, hein, la production française, et c'est une des difficultés pour des réflexions que nous avons actuellement sur l'économie de guerre. Aujourd'hui, il n'y a plus que des productions françaises sur certaines niches. Hein. On a une société près de Lyon qui fabrique des casques, ça c'est essentiel pour nous. Quelques sociétés qui fabriquent des gants. Quelques sociétés de tissu, ça c'est important, le tissu du treillis F3 est fabriqué en France, hein, c'est essentiel, y compris le nouveau bariolage qu'on est en train de fabriquer. Voilà, les chaussures, il n'y en a pas en France, alors les chaussures courantes oui, mais les chaussures de combat non, chaussures de pompier oui, il y en a en France, donc voilà, il y a quelques niches. Et tout l'objectif des années à venir, alors modestement, mais on en parle à toutes les autorités que l'on rencontre, du ministère comme de l'extérieur, c'est bien d'identifier, on a lancé un groupe de travail avec des entreprises, d'identifier les articles en fonction des scénarios de déploiement des forces, d'identifier les volumes et les stocks dont on aura besoin, les vitesses de rotation de nos stocks, pour identifier les articles et voir avec les fournisseurs comment réindustrialiser en France. Parce qu'évidemment, la zone la plus sûre, c'est la France. On pensait il y a quelques années que tout est parti en production en Chine. On a vu avec le Covid que quand c'est produit en Chine, c'est pas top, en termes de logistique, hein, bien sûr. Donc on a toute la confection qui est dans les pays de l'Est. C'est traditionnel. Hein. Bon, l'Europe de l'Est, est-ce que c'est vraiment sûr? Alors, il y a la zone Maghreb, qui est aussi une zone de production importante, qui peut parfois être un peu bousculée. L'Afrique avec Madagascar aussi. Donc voilà, on a certaines zones qui sont bien identifiées et l'idée, c'est de voir comment, en économie de guerre, on pourrait disposer de zones de production qui soient garanties. Voilà. C'est un projet complexe que l'on est en train de... Merci pour toutes ces précisions. Dernière question, puis là, je passe la main. Alors peut-être plus pour la commissaire Petit-Faux. J'ai entendu le mot solde. Louvois, ça y est, c'est totalement derrière nous. Le couac. Alors oui, on est assez convaincu de ça, parce que ça a été effectivement une crise qui était importante. Donc oui, c'est derrière nous. Et donc aujourd'hui, il y a des adaptations dans la solde, puisque en fait c'est un régime particulier quand vous êtes déployé en opération, sur lequel on est extrêmement attentif. Et puis, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais il y a des adaptations sur le périmètre ministériel à travers la relation donc, entre les systèmes d'information RH et puis les opérations de la solde. Donc ce qui est en fait sur un nouveau dispositif qui s'appelle Source Solde, qui a été développé complètement de manière ministérielle avec le recours à des GA et à toutes les expertises du ministère. Quand je parlais de solde de guerre, en fait, c'est se mettre dans des dispositifs qui correspondraient à un état de guerre, et pour lequel il y a des dispositions réglementaires et législatives sur lesquelles il faut qu'on travaille pour que ça soit plus simple et plus clair dès la crise. Deux autres petites questions. Juste pour revenir sur les rations collectives, est-ce qu'il faut bien comprendre que ce produit est une nouveauté absolue ou alors que la nouveauté réside dans le fait qu'elle est en opération extérieure? Et deuxième question, est-ce que vous auriez des chiffres à nous donner sur les volumes que vous anticipez pour les phases 2 et 4 de l'exercice Orion en matière de restauration? Merci. Alors, la ration collective, oui, c'est vraiment un concept nouveau qui n'existait pas. Alors, on l'a testé en exercice et puis en OPEX. Donc, c'est vraiment le concept qui est nouveau. C'est pas le fait qu'il soit testé en OPEX. C'est vraiment le concept.
et que l'on considère comme efficace. Donc maintenant, il faut voir comment le passer en industrie. Pour Orion, oui, on a identifié, on a les besoins, on avait anticipé, puisque, comme je le disais, on est en train de faire une refonte en fait de notre usine de production des rations de combat, et cette usine va fermer entre janvier et avril. Donc on a anticipé par avance sur notre production de rations de combat, et on couvrira largement les besoins. On est à peu près à 400 000 rations de combat identifiées, ce qui est beaucoup et pas beaucoup pour nous, puisque aujourd'hui nous produisons à peu près 2 millions de rations de combat par an. Et notre ambition, justement, avec les travaux que l'on est en train de faire, c'est d'augmenter très largement cette capacité de production, justement, pour pouvoir satisfaire une hypothèse d'engagement majeur. Voilà. Donc 400 000 rations de combat, elles sont en stock, on les a, il n'y a pas de difficulté particulière. C'est un peu technique, mais on a abordé 2 termes, la restauration et l'alimentation. Donc l'alimentation comprend les repas tout prêts, ce qu'a évoqué le commissaire général, et puis il y a toujours, dans nos modes d'action diversifiés, également la restauration. Et j'ai évoqué à peu près l'engagement pour la phase d'Orion, les 2 phases complètes, de 400 personnels du SCA. Au titre de la restauration, c'est à peu près la moitié. Voilà, donc sur lequel on va renforcer des structures, soit de vie en campagne, soit de restaurants qui existent déjà sur les camps sur lesquels ça va se passer, ou grâce à la manœuvre de nos effectifs, on va pouvoir consacrer cet effort. Restauration plus alimentation sont les modes complémentaires. Il y a encore une question en salle, on va peut-être aussi après laisser la place à l'audio, et puis au collègue Audière pour finir. Théo Sauvigné pour Le Point, bonjour. J'ai 2 questions sur les inspirations étrangères. Est-ce que la ration collective, ça vient d'une autre armée, d'alliés, ça a été inspiré? Et la tenue d'hiver dont vous avez parlé tout à l'heure, elle vient de quel pays? Et est-ce qu'il n'y avait pas déjà quelque chose à la BIM qui faisait l'affaire? Alors, la ration collective existe dans l'armée américaine. Bon, avec le standard de l'armée américaine, qui ne correspond pas au... Alors, le standard, il y a un standard OTAN sur les rations de combat, notamment qui prévoit des normes de sécurité, de transport, de mobilité, de résistance à la chaleur. Donc notre ration collective résiste à tout ça. Après, bon, chacun a sa culture gastronomique et adapte ses menus. Voilà. La tenue grand froid sur laquelle on est en train de travailler, c'est une tenue norvégienne en fait, sur lequel on va regarder est-ce que c'est intéressant. Alors, on le fait régulièrement, soit on achète à notre niveau, on a identifié nous un produit, soit c'est une unité ou un état-major qui nous dit on a identifié ça, à ce moment-là on achète et on fait tester. La BIM dispose de... Alors effectivement, on en a parlé, la BIM est aujourd'hui l'unité qui est faite pour aller au contact du froid et donc qui est équipée. Nous, nos stocks aujourd'hui sont couplés, sont adaptés par rapport à ces effectifs-là. Mais on sait qu'on a besoin de faire évoluer nos matériels en permanence. J'assume, ça fait quelques années déjà je suis dans le domaine, depuis 4-5 ans on a très largement amélioré nos matériels, notamment ceux de protection du froid. Un des meilleurs compliments que j'ai eu, c'est un général de la BIM qui m'a dit qu'avant les militaires parfois partaient en opération avec leurs effets personnels. Maintenant ils partent en vacances avec parfois nos effets à nous. Je considère que c'est un signe de qualité pour le commissariat. Voilà. Je ne juge pas le commandement, ce n'est pas mon problème. Mais moi, ma mission est réussie. Si on me dit que le militaire utilise ses effets, ça veut dire qu'il a confiance en ses effets et qu'il les apprécie. Voilà. Mais oui, la BIM a des effets particulièrement bien adaptés, mais on fait quand même évoluer et elle exprime. C'est avec elle qu'on travaille, notamment l'IRBA, tout à l'heure, j'ai évoqué le service santé des armées qui fait une expédition polaire chaque année, etc., ou tous les 2 ans, je ne sais plus. Bon, nous, on y contribue à la fois pour les rations de combat, mais également pour les effets d'habillement, et on travaille avec eux pour améliorer nos effets. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des questions en audio ? Alors, s'il n'y a pas de questions en audio, je vous remercie. On savait que le soutien allait déclencher l'enthousiasme et la passion. Je vais juste dire 3 points avant de laisser la parole au collègue Audière. Le premier, c'est l'immense variété des milieux physiques dans lesquels nous intervenons très concrètement. Pour un marin, sur la plage avant d'une frégate dans l'Atlantique Sud ou au niveau des Antilles
ou dans le Pacifique Nord, les conditions d'engagement, la température, le taux d'humidité, etc., ne sont pas les mêmes. Et moi, en tant qu'opérationnel, je veux témoigner de l'adaptation du SCA, des commissariats d'abord, de 90, parce que j'étais pas militaire avant, enfin en opération de 90 à 2010, et puis du service du commissariat des armées, qui est vraiment phénoménal. Entre le moment où j'étais déployé comme lieutenant et où j'étais déployé comme général, un monde, et je vais citer qu'une anecdote, puisqu'on parlait d'alimentation et de restauration, entre la palette de moutons haricots dans la poche de Biatch en 92, et puis les 14 menus que j'ai pu goûter avec la force de réaction rapide au Liban il y a 3 ans, un monde culinaire et un monde en termes de variété. Maintenant, le français est râleur, et quand j'étais lieutenant, je ne manquais pas de râler, parce que je ne comprenais pas une chose, et c'est un point que vous avez évoqué, sur lequel je reviens. La spécificité du soutien et du commissariat français, c'est qu'il est déployé en même temps que les troupes. Et donc, ça donne aux autorités politiques la possibilité de faire déployer par les armées en quelques jours, des unités immédiatement opérationnelles. Voilà, c'est un immense atout par rapport à d'autres nations qui n'ont pas fait le choix de ce concept ou qui n'en ont pas les moyens et qui doivent attendre 2-3 mois que les conditions de soutien soient entièrement déployées pour déployer leurs troupes. Donc là, il y a un avantage opérationnel immense. Et pourquoi je parlais de râler? Parce qu'évidemment, la contrepartie de cette capacité qui est rare au monde, c'est que le premier déploiement, il est forcément un peu rustique. Voilà, j'en termine là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de toutes vos questions. Vous pouvez continuer à en poser et on vous y répondra. Vous adressez au centre média de la DICODE. Et je laisse enfin la parole au collègue Godillère pour le point hebdomadaire sur les opérations. Merci, mon général. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par répondre à la question de Madame Benoît, en espérant que Monsieur Julien ne prenne pas le micro tout de suite. Alors, le point sur les effectifs et le camp à Tchinku. Le camp de Tchinku a été livré donc, le 3 novembre lors de la venue du ministre en Roumanie. C'est réputé un camp 1000 hommes. Et donc, à partir de ce moment-là, l'essentiel des infrastructures qui continuent à y être entreprises est consacré à la valorisation et à l'amélioration de ce qui vient d'être livré. Je prends un exemple parmi d'autres et on pourra se tourner vers le SID typiquement pour avoir plus de détails. Des surtoitures, par exemple, sur certains abris qui vont être construites. Pour faire le bilan de l'effectif, on atteint depuis cette semaine, depuis la semaine où vous y êtes passé, maintenant 1000 hommes, 1000 Français environ en Roumanie. Rappelez-vous, il y a à peu près 2 mois, c'était 700, classe 700 en Roumanie. Maintenant, on est à 1000 hommes. Et le battle group en lui-même, donc interallié à Tchinku, ça doit rejoindre environ 1000 hommes. Voilà. Donc, ça fait 2 fois 1000 hommes. 1000 hommes français, enfin 1000 Français, pardon, en Roumanie, et le battle group interallié doit atteindre 1000 hommes, et nous, on est déjà aux environs de un peu plus de 600 ou 700 à Tchinku. Voilà. Je vais rester sur le même théâtre pour commencer le tour des opérations hebdomadaires. Donc le flanc Est, où les armées françaises, alliés fiables, crédibles et solidaires, continuent à rester engagées dans le renforcement de l'OTAN sur cette région de l'Europe. Elle contribue activement aux missions de réassurance, avec des moyens adaptés, progressifs et réactifs, dans une démarche ferme et non escalatoire. En Estonie, renforcement de l'interopérabilité de l'IFP Battle Group, Enhanced Forward Presence Battle Group, avec une séquence d'entraînement de skiering et de combat grand froid. Ces exercices permettent d'éprouver la capacité des militaires de Lynx à évoluer avec leurs partenaires et leurs alliés dans des conditions extrêmes sur terrain dégradé, entendez glacé, enneigé. Par ailleurs, une séquence de tirs conjointe a été conduite entre alliés. Les soldats français, aux côtés des Britanniques et des Danois et Estoniens, ont eu l'opportunité de tirer avec différents fusils d'assaut et armes de poing, ce qui contribue à l'échange de culture et là encore l'interopérabilité. En Lituanie, poursuite de l'alerte au profit de l'Alliance. Les 4 Rafales déployés sur la base aérienne de Šiauliai continuent d'assurer l'alerte Enhanced Air Policing, la mission opérationnelle de police du ciel dans l'espace aérien des pays baltes.
Vous vous rappelez qu'immédiatement après avoir pris l'alerte, le 1er décembre, 5 heures après, ils ont décollé sur ce qu'on appelle un Alpha Scrambled, une alerte réelle pour accompagner un aéronef dans les espaces aériens baltes. Eh bien, cette semaine, ils poursuivent ce type de décollage sur alerte en Tango Scramble. Ce sont des décollages sur alerte d'entraînement. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de menace ou de mission de police du ciel réelle, ils continuent à s'entraîner pour être toujours en mesure de rentrer dans les délais prescrits. Ces vols d'entraînement s'effectuent conjointement avec le détachement polonais sur la même base aérienne de Siolai. En Roumanie, renforcement de l'interopérabilité interalliée. Du 4 au 10 décembre, un peloton Leclerc, entendez 4 chars et 4 véhicules blindés, du Battle Group s'est rendu à Lunca de Sus afin de participer à un partenariat de combat en montagne avec les troupes de montagne roumaines. Par ailleurs, le 8 décembre, les chars français ont réalisé leur premier tir avec des munitions réelles sur la base de Cinku à l'occasion de l'exercice interallié Eagle Zori, à laquelle certains d'entre vous ont eu la chance de participer. Cette démonstration sous forme d'une manœuvre de tir réel donc, a présenté un enchaînement crédible de phase d'une manœuvre défensive visant à prendre le contact avec un ennemi simulé, puis interdire le camp de Cinku à un ennemi blindé, mécanisé, mais les images parlent mieux que les mots. Cette séquence d'entraînement a permis de renforcer l'interopérabilité interalliée, notamment, et vous avez pu le voir, dans le domaine de la coordination des feux. Toujours sur le flanc est, des missions air shielding, entendez un large spectre de missions aériennes au profit de l'OTAN, où les aéronefs de l'armée de l'air et de l'espace et ceux du groupe aéronaval continuent d'assurer leur mission de surveillance et de défense aérienne sur le flanc est de l'Europe. Ces opérations sont placées sous le contrôle opérationnel de l'OTAN et s'effectuent en coopération avec nos alliés présents dans les cieux européens. Ces aéronefs participent également à des exercices interalliés de niveau avancé, montrant toujours cette interopérabilité indispensable entre la France et ses différents partenaires. Dans ce cadre, du 8 au 14 décembre ont été menées une mission de détection et de contrôle en Roumanie par un E-3F, donc un AWACS français de l'armée de l'air et de l'espace, un exercice interallié au large de Chypre par une patrouille de Rafale marine avec des Typhoons britanniques. Et donc tout ceci rentre dans la même enveloppe de air shielding et de mission de réassurance sur le flanc est de l'Europe. En mer Baltique, une patrouille maritime au profit de l'Alliance, là aussi dans le domaine aérien, un avion de surveillance maritime Atlantique 2 a réalisé cette mission de surveillance et de reconnaissance sous le contrôle opérationnel de l'OTAN. Au-dessus de la mer Baltique, puis de la mer du Nord,
la mission de l'Atlantique 2 est pleinement intégrée aux mesures de rassurance de l'OTAN, là aussi. En Méditerranée orientale, avec la mission Antares du groupe aéronaval, coopération globale au profit de la sécurité. Déployé en Méditerranée orientale depuis le 29 novembre, le groupe aéronaval poursuit sa mission et notamment en renforçant lui aussi la posture défensive et dissuasive de l'OTAN sur le flanc est terrestre et maritime de l'Europe, ainsi qu'au Proche et Moyen-Orient. Nous y reviendrons un peu plus tard. Les forces armées chypriotes ont ainsi contribué au soutien de la mission Antares. Le patrouille Ioannidès a été placé sous le contrôle tactique d'une frégate multimission française. Par ailleurs, le système de défense solaire chypriote basé à terre a permis d'entraîner les rafales marines à l'occasion d'un exercice qui s'appelait Talos le 9 décembre. En outre, d'autres coopérations opérationnelles ont eu lieu, notamment le 12 décembre, lorsque l'avion de patrouille maritime Atlantique 2 intégré au groupe aéronaval s'est entraîné face à un sous-marin grec avant de guider des avions de chasse F-16 de l'Hellenic Air Force. Le GAN a également entretenu ses capacités de lutte au-dessus de la surface lors d'un exercice de défense aérienne conduit avec la frégate turque Gaziantep. En Afrique, on commence par le Tchad avec une poursuite du partenariat militaire opérationnel. Durant 3 semaines, plusieurs actions ont été conduites entre le détachement militaire français d'Abéché et l'armée nationale tchadienne. Ainsi, les militaires tchadiens et français se sont entraînés au combat interarmes dans les domaines de l'appui-feu artillerie, de la lutte contre les engins explosifs improvisés et du combat désertique. Et donc, ce sont véritablement des échanges de connaissances dans ces domaines. Et puis aussi des démonstrations et des entraînements dans des savoir-faire spécifiques comme le secourisme et la maintenance. Par ailleurs, le 7 décembre, l'équipe sanitaire de la base aérienne projetée de N'Djamena a organisé une session de produits de santé à l'armée nationale tchadienne. Ces sessions permettent de répondre aux besoins exprimés par l'ANT pour subvenir aux premiers secours des militaires et civils tchadiens. Dans le golfe de Guinée, un bilan du déploiement du PHA, donc du porte-hélicoptère amphibie Tonnerre, le PHA Tonnerre, qui était parti début octobre de Toulon. Et ce PHA, ce navire, a repris la mer vers son port-base après 70 jours de déploiement dans le golfe de Guinée. Au cours de ce déploiement, le Tonnerre comptabilise 15 sorties en mer de la batterie de la flottille amphibie, près de 100 heures de vol du Panthère de la flottille 36F, donc hélicoptère, 150 heures de vol des 2 Cougars du 5e régiment d'hélicoptères de combat, 5e RHC, qui était embarqué, 25 missions de surveillance maritime, une dizaine d'exercices et périodes d'instruction avec les partenaires gabonais, ivoiriens, nigérians et sénégalais. Son mandat aura notamment été marqué par la participation à l'exercice de grande ampleur Grand African Nemo, dont nous avions fait un focus, l'entraînement de contre-terrorisme maritime Bélénos, là aussi, avec les forces spéciales françaises aérolarguées et leur embarcation d'assaut, une opération de lutte contre le narcotrafic aboutissant à la saisie de 4,6 tonnes de cocaïne, sur lesquelles nous nous y étions aussi étendus, et 3 opérations amphibies au Sénégal, en République de Côte d'Ivoire et au Gabon. Ces opérations auront contribué au renforcement de la coopération interarmée et avec les partenaires en matière de sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Depuis le 9 décembre, c'est le patrouilleur de haute mer, PHM commandant Ducoing, qui assure la continuité de l'opération Corimbe. Toujours dans le golfe de Guinée, un renforcement de la coopération franco-portugaise. Le 9 décembre, l'avion Falcon 50 de la Marine nationale, projeté à Dakar, a effectué une mission de coopération avec le bâtiment hydrographique Dom Carlos I de la Marine portugaise, alors en patrouille au large du Cap-Vert. Cette mission a été initiée par une phase d'approche et de localisation du bateau et s'est poursuivie par un échange de données. Cette mission témoigne de la bonne interopérabilité entre les marines portugaises et françaises. En République centrafricaine, le désengagement des militaires de la mission logistique de Bangui se déroule et se poursuit conformément à la planification.
en transparence avec les autorités centrafricaines et en coordination avec les missions internationales à Bangui. Au Proche et Moyen-Orient, au Levant, large spectre de missions aériennes dans le cadre de l'opération Chamal, où les rafales de la base aérienne projetée au Levant, donc de l'armée de l'air et de l'espace, ainsi que les aéronefs du groupe aérien embarqué, ont poursuivi leurs actions contre Daesh en effectuant 30 sorties aériennes. Ces vols s'effectuent, comme d'habitude sur Chamal, dans l'ensemble du spectre des missions aériennes à la demande de la coalition. Défense et surveillance de l'espace aérien, prise d'alerte d'appui-feu, Close Air Support, et des missions de reconnaissance au profit de la coalition. Par ailleurs, une mission Partner Nation Integration a été conduite entre les rafales marines du groupe aéronaval et des contrôleurs tactiques irakiens. Au Liban, pour l'opération Daman, mise à l'honneur du contingent finlandais de la Force Commander Reserve, FCR. Déployés côte à côte depuis 2017, Finlandais et Français ont développé un haut niveau d'interopérabilité et une solidarité binationale qui a été mise en exergue cette semaine par la remise de la médaille Outre-mer au contingent finlandais partant par leurs homologues français. Ensemble, Français et Finlandais ont par ailleurs fêté les 105 ans de l'indépendance de la Finlande le 6 décembre dernier, puis réalisé le transfert d'autorité du contingent finlandais le 9 décembre. Aux Émirats arabes unis, pour les forces françaises déployées aux Émirats arabes unis, des missions de surveillance maritime avec la frégate de type Lafayette Aconite, qui a conduit un entraînement conjoint à la mer avec des gardes-côtes djiboutiens et les forces françaises stationnées à Djibouti, comprenant notamment des manœuvres aviation avec des hélicoptères Gazelle et Puma. Depuis le 5 décembre, l'avion de patrouille maritime ATL-2 a effectué 4 vols opérationnels au profit de l'opération Agénor. Dans l'océan Indien, un entraînement au large de la Réunion avec la frégate de surveillance Floréal qui a accueilli le navire de soutien aux opérations de l'US Navy, l'USS Herschel Woody Williams, confortant ainsi l'interopérabilité entre les deux marines. Les deux bâtiments ont saisi cette occasion pour conduire à la mer un entraînement conjoint de navigation en formation, de visite de bâtiments et de partage de situations tactiques. En Amérique du Sud, pour les forces armées en Guyane et l'opération Harpie, un bilan d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal. Du 21 octobre au 9 décembre, les forces armées en Guyane ont été engagées en appui des forces de sécurité intérieure. Au plus fort de l'opération, plus de 500 militaires ont été engagés afin de harceler, neutraliser et tenir les principaux sites à l'ouest du lac du barrage Petit Saut et sur l'ensemble de la façade ouest le long du fleuve Maroni. L'opération a permis de démanteler plus de 900 carbets et de saisir 140 moteurs, 37 quads, 15 pirogues et leurs moteurs, 6 concasseurs, 80 groupes électrogènes, plus de 30 000 litres de carburant, plus de 12 km de tuyaux de chantier, 3 kg de mercure, 700 g d'or et plus de 50 tonnes de matériel et denrées diverses. Le préjudice financier de ces saisies s'élève pour les Garimpeiros à environ 4 millions d'euros. Par ailleurs, cette opération renforcée, menée en interarmée et interservices, a un effet d'inflation sur l'économie générale de l'orpaillage illégal. Une deuxième mission très structurante pour les forces armées en Guyane, c'est la protection du 259e tir d'Ariane, donc l'opération Titan. Le 13 décembre, comme vous avez pu le suivre, la fusée Ariane 5 a placé en orbite 3 satellites. Et pour en assurer la protection, lors du lancement, les militaires des forces armées en Guyane ont déployé un dispositif de protection au sol, en mer et dans les airs. Plus de 160 militaires du 3e régiment étranger d'infanterie ont empêché toute intrusion terrestre dans la zone protégée, tandis que les aviateurs de la base aérienne 367, capitaine François Massé, renseignés en permanence par les contrôleurs du centre de contrôle militaire, s'assuraient de la protection aérienne du centre spatial guyanais à bord de 2 hélicoptères Fennec et d'un hélicoptère Puma,
Enfin, en mer, plus de 30 marins embarqués sur le patrouilleur anti-Guyane, PAG La Résolue, et sur la vedette côtière de surveillance maritime Organabo ont empêché toute intrusion dans la zone maritime protégée. Aux Antilles, lutte au profit de la sécurité maritime. Le 7 décembre 2022, lors d'une patrouille de surveillance maritime, la frégate de surveillance Ventose des forces armées aux Antilles est intervenue sur un navire de pêche suspect en mer des Caraïbes. Lors de la montée à bord, les marins du Ventose ont découvert de nombreux ballots d'herbe de cannabis. Le dimanche 11 décembre, les 27 ballots d'un poids total d'1,5 tonne ont été détruits au Venezuela en présence d'une délégation française. Cette 9e saisie de l'année 2022 porte le bilan des FAA, Forces armées aux Antilles, à plus de 5 tonnes de produits stupéfiants interceptés. Et pour terminer, en Asie-Pacifique et du côté de Papeete, le 14 décembre, la frégate de surveillance Prairial a rejoint son port de base de Papeete après 36 jours de déploiement. Au cours de cette mission baptisée Hamlat 22, le Prairial a effectué une surveillance de la zone économique exclusive de la Polynésie française, mais également des eaux britanniques et chiliennes, ainsi que des eaux internationales du Pacifique Sud. Ce déploiement aura notamment permis de consolider nos liens avec le partenaire chilien, donc du partage quotidien d'informations et plusieurs interactions opérationnelles avec le patrouilleur Comandante Policarpo Toro au large de Valparaiso, le partage de la situation tactique et, comme avec les Américains tout à l'heure dans l'océan Indien, de la navigation en formation. Je suis disposé et disponible pour vos questions. Bien, s'il n'y a pas de questions, oui, s'il n'y a pas de questions en salle, en audio. Oui, s'il vous plaît, une question. On ne vous entend pas très bien. Oui, c'est François Navier du RFI, bonjour. Bonjour, monsieur. Une question concernant Bandit. Vous dites que le désengagement continue, ça veut dire qu'il n'est pas terminé à date. Est-ce qu'on peut avoir des détails sur le nombre de restants et sur la date de la remise des clés du camp de Mpoko? Alors, le camp a été rétrocédé avant-hier de manière officielle aux autorités centrafricaines et les dernières rotations aériennes se poursuivent, sont en cours. Voilà, donc on était à peu près 130 il y a un mois et il y a une décrue des effectifs qui se poursuit et qui s'achève. Le camp, il a été rétrocédé au cours d'une cérémonie. Est-ce qu'il y avait des personnalités présentes au nom du gouvernement centrafricain? Il y avait le chef d'état-major général des armées donc, de la République de Centrafrique, effectivement. D'accord. Dernière question sur le sujet. Est-ce qu'il y a un dispositif en cas de crise qui perdure, notamment en cas de menaces concernant les ressortissants ou l'ambassade? L'ambassade est bien évidemment est toujours en place, et donc tout ce qui il s'agit de ressortissants, et c'est bien vers l'ambassade que cette mission s'oriente, et les forces déployées à N'Djamena ou au Gabon restent en mesure d'intervenir à la demande du ministère des Affaires étrangères. Ça peut se faire sur combien de temps d'intervention? On ne vous entend pas, Monsieur Mazet. Est-ce que vous pouvez parler plus près du micro, s'il vous plaît? Oui, je demandais en combien de temps d'intervention il faudrait. Je vous répondrai par écrit sur le sujet. D'accord, merci. Une autre question en audio? Alors peut-être un dernier retour en salle. Mon colonel, merci beaucoup. Comme je l'ai dit en introduction, ceci était le dernier point de presse hebdomadaire de l'année 2022. Merci de votre intérêt constant pour ce point de presse.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et du jour de l'an. Nous nous retrouvons dans ce format en 2023, mais bien sûr, tous les services d'information et de communication de la Défense restent à votre écoute pour répondre en permanence à vos questions, même pendant la période de congés et des fêtes. À bientôt.